24 heures après que la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, ait claqué la porte, plusieurs voix s'élèvent pour demander des élections. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est une de ces voix. Nous nous entretenons avec lui. Alors, bonsoir, M. Blanchet. Bonsoir. Vous demandez, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez demandé à M. Trudeau de déclencher des élections rapidement, c'est-à-dire avant la fin janvier, au retour de la pause des fêtes, et non de démissionner. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si M. Trudeau ne va pas dans ce sens-là? Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire si M. Trudeau n'accepte pas d'aller rencontrer la gouverneure générale pour que la gouverneure générale dissoute le Parlement. On devra être simplement patient. Maintenant, le premier ministre doit bien comprendre que chaque jour qui passe, pendant lesquels il ne déclenche pas d'élection, sa popularité et ses appuis vont continuer à s'effriter. Et ça s'est déjà vu, un gouvernement qui tombe et qui, au lendemain de sa chute, a 4 députés. Alors, M. Trudeau s'expose beaucoup. Bon. Alors, M. Poilievre vous a critiqué là-dessus aujourd'hui, M. Blanchet. Il a dit, écoutez, M. Blanchet aurait eu l'occasion de défaire Justin Trudeau cet automne et il ne l'a jamais fait. Alors, jusqu'où vous seriez prêt à aller? Seriez-vous prêt à défaire le gouvernement à la première occasion? D'abord, ne prenons pas les propos de M. Poilievre comme étant des faits. Ce sont des affabulations complètes. Il a même dit qu'on avait voté contre les conservateurs lorsqu'ils ont demandé à faire tomber le gouvernement la semaine dernière. Or, on a voté avec eux autres. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il se réveille, M. Poilievre. Et lors des votes sur les crédits, on a voté en faveur de 580 millions de dollars pour la protection des frontières. Je pense que les Québécois ne nous auraient pas pardonné de faire autrement. Les crédits passaient pareil. Le NPD allait les appuyer. M. Poilievre a la fâcheuse habitude de dire n'importe quoi. Il induit les gens en erreur avec une attitude colérique perpétuelle. Donc, je pense qu'il faut prendre les faits pour ce qu'ils sont. Il faut attendre la première occasion de renverser le gouvernement, mais la réalité, des règles, elles sont comme ça, je les invente pas, c'est que le gouvernement peut reporter pas les mises à jour, il peut reporter les journées d'opposition, jusqu'au budget à toute fin pratique, de telle sorte qu'il se rendrait, en vertu des règlements, jusqu'au budget. Je ne crois pas que ça puisse être le cas. Je pense que ses appuis sont tellement faibles qu'il ne peut pas faire ça. Je pense que la pression politique, morale, éthique va être énorme sur le premier ministre et que s'il veut être le premier ministre qui va aller en élection la prochaine fois, il devra y aller rapidement de sa propre initiative. Bon, alors, ça vous mettrait dans quelle position si, parce qu'il y aura des élections, il finira par y en avoir. Alors, si les conservateurs étaient élus, s'ils étaient élus en majorité, vous auriez moins de pouvoir que maintenant, finalement? On est dans une situation où le gouvernement se comporte comme s'il était majoritaire depuis 3 ans. C'est une chose ou c'est l'autre. Soit ils sont minoritaires puis on aurait moins de pouvoir parce qu'ils sont minoritaires, ou soit ils sont pas minoritaires et c'est déjà la même chose. Or, c'est déjà la même chose. Je ne vois pas la différence. J'espère que le premier ministre Poilievre éventuel aura davantage de respect pour les faits et la vérité et les parlementaires et la démocratie que ce qu'il nous montre maintenant. La chance sera aux coureurs. Mais nous, un gouvernement ou l'autre, on va toujours voter en faveur de ce qui est bon pour le Québec, voter contre ce qui est mauvais pour le Québec. Et quoi qu'on en dise, un nombre important de députés du Bloc québécois dans ce Parlement-là, ça a fait la différence pendant 5 ans au bénéfice des Québécois. Ils l'ont bien vu. Les apparentes intentions de vote le suggèrent. On sera dans le même état d'esprit, quel que soit le gouvernement que les Québécois et les Canadiens se choisiront. Bon, alors, parlons de ce dossier, cette menace qui nous pend au bout du nez, des négociations à venir et très bientôt avec le président élu Donald Trump. Vous avez dit aujourd'hui, le monde va nous regarder, en fait, quand on va négocier avec les États-Unis, mais le Canada est en position de faiblesse peut-être plus que jamais. On risque d'être l'exemple qu'il ne faut pas faire, vous ne pensez pas? Dans la division qu'on observe à l'heure actuelle, nous sommes l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Les premiers ministres des provinces et le premier ministre fédéral qui se tirent un peu dans les genoux publiquement, qui se contredisent. Le président américain élu qui a beau jeu de semer la bisbille et de regarder les gens courir comme des poules décapitées autour de lui. Il faut mettre un terme à ça. Il faut avoir une vision à long terme qui ne peut venir qu'avec un Parlement qui aura un mandat clair et raisonnablement durable. On ne peut pas présumer du résultat de la prochaine élection, mais il y aura un minimum de mandat de conversation avec les Américains et avec les Mexicains. À ne pas oublier l'idée de sortir le Mexique. Elle est farfelue pour l'économie canadienne. Elle est extrêmement dangereuse pour l'économie canadienne. Donc, dans ce contexte-là, que tout le monde redevienne raisonnable. Le monde va nous observer, en effet, inévitablement. Nous serons le banc d'essai du président élu des États-Unis. Et le Canada n'est ni si faible ni si fort. Sa situation économique n'est pas si bonne, même si on se vante que le taux
le niveau d'endettement par rapport au PIB du Canada est relativement bas par rapport à la moyenne de l'OCDE. C'est exact. Mais si le gouvernement américain met en place les menaces qu'il fait planer au-dessus de nos têtes, vous allez voir que l'avantage économique du Canada va s'effondrer littéralement avec une pression inflationniste, des pertes d'emplois, une remontée vraisemblable des taux d'intérêt, donc la recette d'une récession qui coûtera extrêmement cher au gouvernement canadien. Là où on doit montrer l'exemple, c'est dans la façon dont on aborde la négociation et en mettant de l'avant ce que sont nos forces. Nos forces, c'est que le premier acheteur de produits manufacturés américains, c'est le Canada. Réduisez le pouvoir d'achat des consommateurs canadiens, vous faites très mal à l'économie américaine. Et ces représentations-là doivent être faites. Il y a des entreprises où il y a des secteurs économiques qui sont intimement liés et on ne peut pas dissocier. L'industrie automobile se promène entre les États-Unis et le Canada, les pièces et la chaîne d'approvisionnement, et des deux côtés de la frontière. La même chose pour la très importante industrie aéronautique au Québec. Donc, il faut être capable de faire valoir ce que sont nos forces. Et il faut faire en sorte que les menaces de tarifs de 25 qui semblent être davantage basées sur des enjeux de migration et sur des enjeux de sécurité dans la circulation de la drogue soient abordées de façon beaucoup plus sérieuse que ce que le gouvernement vient de nous donner. Vous savez, 1,3 milliard sur 6 ans à partir de 2026, alors que la plus grande pression migratoire va s'exercer en 2025 après la sermentation de M. Trump et la fonte des neiges. Il y a une espèce d'aveuglement volontaire de la part du gouvernement qui fait en sorte que personne ne le prend au sérieux. Alors, ça prend quoi pour répondre aux exigences de Donald Trump? Ça prend un mandat à un gouvernement qui sera fort et qui sera capable, dans cette mesure-là, de fédérer. Et la force du prochain gouvernement canadien, entendons-nous, c'est pas « Ah, moi, je suis plus fin que toi ». La force, ça va être d'avoir un mandat clair autour duquel les gens vont dire « OK, c'est beau, c'est toi qui es en poste, tu as besoin de nous, travaillons ensemble ». Ça devrait être l'esprit de ce qu'ils ont appelé Équipe Canada, mais dans Équipe Canada, il faudrait que chaque région canadienne soit capable elle-même de désigner des gens, parce que la réalité économique et les enjeux économiques pour le Québec ne sont pas ceux de l'Alberta, ne sont pas ceux de la Colombie-Britannique, ne sont pas ceux de l'Ontario ou des Maritimes ou du Grand Nord. Il faut avoir une véritable volonté de concertation. Et la seule manière de l'obtenir, c'est de laisser la joute partisane et électorale derrière nous en allant rapidement en élection. Et M. Blanchet, rapidement, vous seriez prêt à travailler avec M. Poilievre si c'était lui qui était premier ministre là-dessus? Je serai dans l'obligation, mais une obligation bienveillante, de travailler avec qui que ce soit qui sera premier ministre. Je pense seulement que les Québécois veulent et que beaucoup de Canadiens seront contents qu'il y ait le chien de garde du Bloc québécois dont la crédibilité n'a pas été mise en cause au cours des 5 dernières années et qui sera capable de préserver d'abord et avant tout les intérêts du Québec dans ce contexte-là, mais qui sera aussi capable d'être un contrepoids au gouvernement conservateur, d'autant plus qu'il y a de fortes chances que les chefs libéraux et du NPD n'y soient pas pour très longtemps après l'élection. Merci, M. Blanchet, d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est un plaisir.